En fait, j'aimerais surtout vous proposer une réflexion sur la manière dont les producteurs de livres et les vendeurs de livres, donc imprimeurs, libraires, etc., essayent de mettre en adéquation en fait l'offre de livres avec leur public. D'où donc l'intitulé Les marchés du livre en Italie. Puisque une des spécificités en fait de l'imprimerie et un des grands changements de l'imprimerie par rapport au système manuscrit, c'est justement la construction nécessaire d'une offre qui devance la demande. C'était déjà le cas dans certains cas pour l'offre de manuscrit, mais là on est vraiment dans une dynamique beaucoup plus générale, beaucoup plus large. Et justement, vu qu'on a cette offre de livres que les imprimeurs doivent construire a priori, donc sans forcément connaître directement les acheteurs de ces livres, on peut essayer de se poser la question si on a affaire à un marché du livre, alors non pas au sens de l'économie classique, d'un équilibre entre offre et demande, mais vraiment comme une configuration qui permet de mettre en relation une offre et une demande, y compris quand cette adéquation n'est pas réalisée, y compris quand on n'est pas à l'équilibre justement au sens de l'économie classique. Alors, dans le cadre de l'imprimerie au XVe siècle et au début du XVIe siècle, le concept de marché, il me semble, peut nous permettre de comprendre comment est-ce que des producteurs de livres, qui sont imprimés à plusieurs centaines d'exemplaires par édition, qui sont relativement standardisés, même si on a vu qu'il y avait encore une large part, notamment pour les incunables, une part manuscrite ou d'ornements manuscrits réalisés a posteriori. Donc comment est-ce que ces producteurs du livre ont organisé leur activité économique dans l'optique d'offrir des livres à la vente rencontrant une certaine demande pour un lectorat qui peut être extrêmement varié et qui peut se situer également dans des lieux extrêmement variés. Et donc c'est ce que je vais essayer de comprendre à travers le cas d'étude de l'Italie. Alors, je vais surtout parler en réalité de l'Italie du Nord, même si je vais essayer d'élargir un petit peu les choses. Alors, je vais commencer, là aussi, dans cette introduction, par rappeler vraiment très rapidement le développement de l'imprimerie en Italie. Je ne vais pas trop m'y attarder, déjà, parce que vous pourrez le retrouver dans d'autres publications, puis aussi parce qu'on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Donc, comme on vous l'a rappelé, le développement de l'imprimerie, en fait, en Italie, commence avec Subiaco, avec ce point d'interrogation en 1463, mais classiquement on dit que ça commence avec Subiaco en 1465, puis à Rome, et puis en 1469 à Venise. Et après 1469-1470, en fait, on a une explosion, non pas seulement en termes quantitatifs, mais aussi en termes de nombre de centres typographiques qui vont exister dans la péninsule italienne, avec une densité extrêmement forte au nord de l'Italie. La densité de centres diminue dès qu'on dépasse la Toscane. J'y reviendrai tout à l'heure. On a le développement, donc là vous avez une carte avec le nombre d'éditions incunables qui sont présentes, incunables en fait plus précisément avant 1500, qui sont réalisées en péninsule italienne. Et donc vous voyez qu'au nord de l'Italie, on a une densité extrêmement forte, parfois des centres où vous avez seulement une poignée d'éditions, parfois seulement une seule édition, et au contraire des centres qui se développent, notamment Milan, où l'imprimerie réussit à stabiliser à partir de 1471 et qui devient un des centres majeurs de la région, mais également Florence, Bologne, Pavie, où vous avez plusieurs centaines d'éditions avant 1500, et une activité continue, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans tous les centres que vous avez ici. Si on descend plus au sud, vous avez bien sûr Rome, qui reste un centre majeur de production imprimée, Naples, dans une moindre mesure, à partir de 1471, et Messine, en Sicile, à partir de 1478, mais là vous voyez qu'on n'est plus du tout dans les mêmes échelles, évidemment, en termes quantitatifs. Vous avez des régions entières en péninsule italienne qui sont sans presse pour notre période, donc les Pouilles, la Calabre par exemple, où vous n'avez essentiellement pas de production imprimée, ce qui ne veut pas dire évidemment que vous n'avez pas une présence de livres imprimés dans les régions, mais que vous n'avez pas de production in situ dans ces régions. Après cette période, donc au début du XVIe siècle, vous avez une évolution qui se fait sentir, notamment en lien avec les ravages des guerres d'Italie qui font qu'un certain nombre de centres au nord de l'Italie déclinent, voire disparaissent. Et vous avez au contraire une forme de reconcentration de la production italienne dans certains des grands centres, notamment Venise, notamment Naples. Voilà, une reconcentration et une disparition d'un certain nombre de centres moins développés.
De même, en Sicile et dans le sud de l'Italie, notamment à Naples, la production en fait se réduit assez drastiquement. Voilà, donc à partir de ce cas d'étude, je vais essayer de réfléchir avec vous sur donc cette question des marchés, de cette adéquation entre l'offre et les publics, à travers donc un certain nombre de cas, un certain nombre de questions qui se posent. Ah oui, j'avais mis ça, mais vu qu'on en a parlé juste avant, donc la question de l'évolution des éditions, en particulier la comparaison Venise-Paris, je passe rapidement. Alors, d'abord, donc, je vais essayer de revenir aux publications avant d'aborder peut-être un peu plus les questions de structure économique et sociale. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre l'organisation des marchés du livre à partir des éditions qui nous sont parvenues ? Alors tout à l'heure, on a rappelé le fait que les éditions qui nous sont parvenues ne sont qu'une partie des éditions qui ont été effectivement produites. Sur les questions statistiques, je pense que Joran Proth, qui parlera tout à l'heure, aura sûrement des choses plus précises à dire à ce sujet. Mais effectivement, on sait qu'on a des éditions qui ne nous sont pas parvenues, en particulier avec le critère majeur, en fait, c'est ce que les études ont montré, c'est le format. C'est-à-dire que les grands formats, les in-folios, nous sont davantage parvenus que les petits formats. Ce qui veut dire aussi que dans les catalogages, on a sans doute une survalorisation des éditions de grands formats, notamment les éditions liturgiques et les éditions universitaires, dont je vais parler tout de suite. Donc c'est pour ça, il faut essayer de prendre tout ça avec un peu de précaution. Néanmoins, les efforts de catalogage, notamment avec l'ISTC, avec le Gesamtkatalog der Wiegendrucke, on a des choses très complètes pour la période incunable. Et on a également des catalogages, notamment pour l'Italie, extrêmement complets, avec le catalogue de Edith 16, donc Edith Seidici en italien, qui peut rendre de très grands services. Alors, si on s'intéresse maintenant aux publications en Italie. Alors, une observation de la production incunable, en particulier pour commencer par là, dans les grands centres italiens, donc typiquement Venise, Milan, Bologne, laisse apercevoir une production plutôt traditionnelle et facilement exportable. C'est-à-dire d'une part des ouvrages plutôt liturgiques, sur lesquels je vais peu m'attarder, mais vous avez une production d'ouvrages liturgiques relativement importante dans ces grands centres, et au contraire assez faible dans les plus petits centres en péninsule italienne. Mais surtout, donc, à partir des années 1470, la production des grands centres italiens tend à se tourner de plus en plus vers les grandes sommes universitaires, vers le public universitaire, notamment les publications juridiques et théologiques. Donc ce sont des éditions qui sont généralement des éditions très volumineuses, que ce soit en termes de nombre de feuillets, mais aussi ce sont généralement des in-folios. Ce sont des éditions qui nécessitent donc des investissements importants, que ce soit pour la quantité en particulier pour la quantité de papier et le temps nécessaire pour la publication et l'impression de ces éditions. Donc ça nécessite un investissement important, mais ce sont des éditions qui peuvent être très facilement exportées puisque ce sont des textes qui sont utilisés dans tous les centres universitaires européens. Et donc cet investissement peut être rentabilisé par une exportation dans laquelle Venise en particulier, les grands imprimeurs vénitiens vont se spécialiser. Donc vous avez ces publications de grandes sommes théologiques, juridiques. Vous avez aussi des publications de classiques latins, d'ouvrages parfois plutôt à destination scolaire, avec parfois des frontières qui sont un peu brouillées en fait entre ces différents publics. Et on voit au fur et à mesure du XVe siècle les imprimeurs se tourner de plus en plus vers un public lettré large et pas simplement strictement universitaire, donc pas simplement les étudiants ou les professeurs des grandes universités européennes. Et avec aussi une progressive adaptation des formats et de la mise en page qui sont utilisés pour ces textes. Alors là, vous avez donc une édition de 1470 imprimée par Nicolas Janson à Venise, donc un ouvrage de Cicéron. Et on est vraiment dans cette édition assez précoce, en 1470, on est dans le cas d'un ouvrage qui reprend en fait complètement les formats des manuscrits humanistes, donc avec des blocs de texte très sobres,
Donc voilà, une édition vraiment extrêmement classique, mais qui montre aussi que ce type de texte peut avoir un public hybride, c'est-à-dire que ça n'est pas simplement, cette édition-là n'est pas simplement destinée à un public universitaire stricto sensu, mais peut avoir aussi une diffusion plus large pour le public lettré, on va dire, qui recherche ce type d'édition qui en plus renvoie à un certain, qui a un caractère assez prestigieux du fait de ce précédent des manuscrits humanistes. Donc ça, c'est des choses qui ont été étudiées notamment par Henri-Jean Martin, auxquelles je vous renvoie là-dessus. Alors, ces productions universitaires classiques ne sont pas présentes que à Venise. On pourrait dire, voilà, Venise, avec sa force, sa puissance commerciale, est capable de diffuser un petit peu partout et donc a ce type de production. En réalité, pas seulement. On en trouve aussi dans des centres plus modestes, notamment à Bologne. Donc vous avez ici une édition d'Apulé, de l'Âne d'Or, avec un commentaire de Filippo Beroaldo, imprimé en 1500. Alors c'est une édition qui est particulièrement intéressante, sur laquelle je vais un tout petit peu m'attarder, puisque c'est une édition pour laquelle on a un contrat qui a été rédigé entre l'imprimeur Benedetto Ettore et Filippo Beroaldo, qui est l'éditeur scientifique en fait de cette édition. C'est un contrat qui stipule que Filippo Beroaldo est obligé d'utiliser ce texte dans ses cours. Donc Bologne, grande université évidemment, où Filippo Beroaldo à ce moment-là enseigne. Et donc l'imprimeur va en quelque sorte se servir de la position d'enseignant de Beroaldo pour la diffusion de ce texte. Donc avec un public local, en réalité captif, puisque les élèves ils vont être obligés d'acheter le livre de leur enseignant. Mais le contrat stipule aussi que l'imprimeur est obligé de vendre à Bologne et à l'extérieur. C'est-à-dire que le public, en fait, il n'est pas pensé simplement comme local, mais on vise aussi un public plus large. Et effectivement, on peut imaginer, notamment avec la notoriété de Beroaldo, mais aussi parce que c'est un texte qui est très usité, on peut imaginer que c'est une édition qui peut très bien se vendre dans d'autres centres universitaires. C'est plutôt une édition là destinée à un public universitaire, puisque vous voyez la forme qui est adoptée, qui est une forme de glose. Donc là, on n'est pas vraiment dans la lecture d'agrément d'Apulé. Oui, et l'autre indication qui nous fait dire que c'est une édition qui a pu s'exporter, c'est que le contrat stipule aussi que l'imprimeur doit prendre en charge les taxes d'exportation ou d'importation qui doivent donc être prises en charge pour permettre une diffusion aussi large que possible de ce texte. Donc voilà, un marché universitaire qui peut être à la fois local et plus large, comme dans le cas de cette édition. Alors, au-delà des publications universitaires, on peut aussi avoir un certain nombre de marchés que j'appelle de niches, au sens où ce sont des petits segments de marché, relativement petits, on va voir que parfois c'est pas toujours le cas, mais relativement petits, avec peu de concurrence, et qui peuvent se révéler en réalité très rentables pour les imprimeurs, si tant est qu'ils arrivent à bien estimer en fait le marché le public auquel ils s'adressent. Alors, parmi ces marchés de niche, on peut avoir en particulier des publications ultra-locales. Donc des publications qui, par exemple, reprennent des auteurs locaux, des publications qui peuvent être aussi des commandes publiques, comme là, dans le cas de cette exhortation de Ferdinand Ier, publiée à Naples, et non pas à Naples, excusez-moi, donc qui est une commande directe des autorités napolitaines à l'imprimeur Francesco del Tupo. Donc ce type d'impression de texte juridique est assez courante dans des centres plutôt modestes. On en a relativement peu à Venise, par exemple. Voilà, donc plutôt des centres moyens ou plus petits. Et c'est quelque chose qui va beaucoup se développer à la fin du XVe et encore plus au XVIe siècle, pas simplement en Italie d'ailleurs, mais vous avez des imprimés juridiques parfois authentifiés par le pouvoir qui peuvent être faits notamment en France. Vous avez des travaux récents qui ont été effectués à ce sujet. Là, on n'en est pas encore là, mais on peut avoir ce type de commandes, là de pouvoirs royaux, ça peut être de pouvoirs communaux, qui vont demander à un imprimeur de publier ce texte, et avec une diffusion donc relativement locale, mais assurée. C'est-à-dire qu'on est certain que ce texte va se diffuser. Dans les marchés de niche, on peut aussi avoir des publications
en termes linguistiques, qui veut viser un public extrêmement restreint. Donc, je reviens ici sur le cas des publications hébraïques, là aussi sans trop m'attarder puisqu'on en a déjà parlé. Ce sont donc des publications qui se développent énormément dès la période incunable en Italie du Nord, également à Naples. Mais probablement l'un des imprimeurs qui connaît le plus grand succès, c'est dans le premier tiers du XVIe siècle, Daniel Bomberg, qui n'est pas un imprimeur juif, contrairement à Santino dont on a parlé tout à l'heure. Donc Daniel Bomberg, c'est un imprimeur chrétien, mais qui travaille pour ses éditions avec des lettrés juifs et juifs convertis. Ce sont des publications, donc là en l'occurrence cette édition du Talmud, qui peuvent être destinées aux communautés juives elles-mêmes. Et là, en fait, Bomberg va réussir à utiliser ses connexions, notamment grâce à ses collaborateurs juifs, pour diffuser ses éditions dans les différentes communautés juives en Italie et ailleurs, également dans le monde germanique. Mais ce sont des publications qui peuvent être aussi destinées à un public de lettrés chrétiens qui s'intéressent aux études juives. C'est en particulier le cas à cette époque-là, dans le monde germanique. Vous avez des humanistes allemands qui s'intéressent de façon extrêmement forte au Talmud et à ce type de publication. Ça permet du coup aussi à Daniel Bomberg de se protéger d'un certain nombre d'accusations, puisque évidemment à Venise, certains lui reprochent de publier ses textes en hébreu. Et donc c'est assimilé, on le soupçonne d'hérésie, voilà, il y a des choses qui peuvent être assez menaçantes pour lui, mais lui en fait réussit à se cacher derrière le fait qu'il collabore avec des juifs convertis qui parfois ont des positions dans l'Église et que ces publications peuvent être aussi à destination de savants chrétiens. Donc, ce type de publication est très intéressante parce que ça nécessite un investissement de départ extrêmement important. Il faut réaliser les caractères qui vont être utilisés par la suite. Et ça nécessite aussi un réseau commercial assez développé, puisqu'il va falloir essayer de toucher les communautés juives, en l'occurrence, assez dispersées. La communauté juive vénitienne va évidemment pas suffire à éponger et à rentabiliser l'investissement de départ. C'est une niche donc dont Daniel Bomberg va réussir à tirer parti assez bien, et probablement mieux que Santino, qui lui va, en tant qu'imprimeur juif, va avoir un certain nombre de problèmes dans un certain nombre de villes dans lesquelles il va passer. Enfin, voilà, il va beaucoup circuler en Italie avant en fait de quitter la péninsule italienne pour immigrer dans l'Empire ottoman, où les conditions sont plus favorables. Daniel Bomberg, en fait, va, en tant qu'imprimeur chrétien, va réussir à non pas à avoir un monopole, mais en tout cas à avoir une situation beaucoup plus stable, beaucoup plus assurée, et donc à rentabiliser cet investissement de départ. Alors, ce type de marché de niche, en fait, structure vraiment l'imprimerie dans ses premiers temps, et encore au cours du XVIe, voire du XVIIe siècle. Et en fait, les imprimeurs en jouent. Vous avez des imprimeurs qui peuvent se spécialiser, comme Daniel Bomberg, dans certains types de publications, mais vous avez aussi énormément d'imprimeurs qui vont jouer entre ces différentes spécialités et ces différentes niches. Alors, l'un des bons exemples pour ça, c'est Andrea Torresani, donc, qui est un imprimeur vénitien, qui, quand on regarde ses publications seules, quand il imprime seul, en fait, c'est des publications qui sont d'un classicisme parfois un peu désespérant. Il imprime énormément de bréviaires, et c'est vraiment des ouvrages liturgiques, tout ce qu'il y a de plus courant. Et c'est des ouvrages dont la diffusion est assurée. Parfois, ce sont des bréviaires à destination de certains centres. Donc là, on est vraiment dans des publications dont la rentabilité ne fait quasiment aucun doute. Et en fait, Andrea Torresani va se servir de cette assise stable qu'il a acquise pour aussi aller dans des publications beaucoup plus ambitieuses ou beaucoup plus risquées. Alors, Andrea Torresani, vous le savez sans doute, c'est celui qui va financer les presses d'Almanus. C'est l'associé d'Almanus pour un programme de publication qui, là, pour le coup, n'a rien de traditionnaliste, mais qui va, au contraire, essayer de promouvoir des publications d'ouvrages en grec à destination d'un public lettré, mais d'un public assez spécifique. C'est-à-dire que tout le public lettré ne va pas forcément acheter les œuvres d'Aristophane en grec. Et d'ailleurs, ce sont des publications qui ne vont pas vraiment connaître de succès commercial. Enfin, Almanus va vraiment souffrir d'un certain nombre de problèmes financiers tout au long de sa carrière d'imprimeur.
Donc Andrea Torresani va s'impliquer là-dedans, mais il va aussi avoir des publications qui peuvent sembler aussi assez surprenantes, comme ce bréviaire glagolitique que vous avez ici. Donc c'est un bréviaire en fait qui est à destination du clergé dalmate dans l'alphabet utilisé par le clergé dalmate. Donc voilà, un investissement important encore une fois puisqu'il faut avoir des types glagolitiques. Marché de niche par excellence, puisque en fait c'est non seulement un ouvrage pour le clergé, mais en plus que le clergé dalmate, pour lequel en fait Andrea Torresani est certain d'être seul, puisque en fait vous avez eu un bréviaire glagolitique qui a été imprimé quelques années auparavant, mais pour des raisons ils ont des problèmes judiciaires, donc les bréviaires qui ont été imprimés par ses concurrents restent stockés à Venise et ne peuvent pas être vendus. Donc Andrea Torresani en fait se jette sur le marché parce qu'à ce moment-là, il est sûr d'être tout seul et donc il est sûr que ce bréviaire va être rentable. Voilà, donc vous avez ce type de jeu entre ces différents marchés de niche qui peuvent exister. Alors, vous avez on a parlé de ces différents marchés qui coexistent, mais il y a un type de marché dont je n'ai pas encore parlé qui est le marché en vernaculaire. C'est une offre qui se développe particulièrement dans péninsule italienne à partir de la fin du XVe et au XVIe siècle. Mais en fait, vous avez certaines presses qui commencent déjà à se spécialiser là-dedans, et en particulier les presses florentines. Donc, les presses florentines ont une spécificité par rapport au reste des presses italiennes, c'est qu'elles impriment 3/4 d'éditions en vernaculaire. Alors que là encore, toujours en termes d'édition et pas en termes de feuillets publiés, si on prend le reste de la péninsule italienne à cette époque-là, on est plutôt à un taux de 20%. Donc on est vraiment sur une différence très importante. Et ça a été expliqué par les historiens qui ont travaillé là-dessus, par la difficulté qu'ont les imprimeurs florentins à avoir le capital nécessaire pour des impressions d'exportation plus coûteuses, ou imprimer des sommes qui nécessitent encore une fois du papier et du temps particulièrement important. Mais on peut aussi voir ça, et d'autres historiens l'ont vu de cette manière-là, comme un véritable parti pris commercial, puisque en fait, les imprimeurs florentins vont cibler le public urbain de Toscane, donc une région très urbanisée, avec une élite très alphabétisée, et une élite en fait assez large, pas simplement les 2%. Vous avez vraiment un taux d'alphabétisation, ou en tout cas de familiarité avec l'écrit, qui est très développé en Toscane à cette époque-là. Et on va avoir donc ce type de publication religieuse, donc là autour de Sainte Agathe, avec des illustrations, mais également des courts romans, comme là une nouvelle de Bartolomeo de Vanzati sur le gras charpentier. Voilà. Donc une ouverture à un public un peu différent de ce qu'on a vu précédemment, mais qui s'appuie donc sur un public très alphabétisé, ou en tout cas avec une grande familiarité avec l'écrit en Toscane. La situation est très différente à Venise, où au contraire, les publications en vernaculaire mettent beaucoup de temps à se développer. Et c'est plutôt autour des années 1510-1520 où on a une nouvelle génération d'imprimeurs en fait, qui arrivent à Venise et qui vont se tourner vers le vernaculaire. Mais même à ce moment-là, en fait, on voit qu'il y a encore pour certains acteurs une sorte de mécompréhension du marché en vernaculaire. Et il y a un cas que je trouve vraiment très intéressant, c'est le cas de la publication du courtisan de Baldassare Castiglione, qui a été étudié par Amedeo Quondam. Alors cet ouvrage a été imprimé pour la première fois par les héritiers d'Almanus et Andrea Torresani à Venise donc en 1528. Donc, vous avez ce type d'édition, donc un ouvrage de grand format, in folio, avec une mise en page assez classique des textes qui sont imprimés par Ald en latin à ce moment-là. Et c'est une publication en fait qui est largement due au fait que vous avez plein d'amis de Baldassare Castiglione qui vont faire pression en fait sur les imprimeurs vénitiens pour qu'ils impriment ce texte. En fait, ils n'étaient pas très chauds au départ et il y a des gens qui leur disent mais si, vous allez voir, ça va être super, c'est un super texte, ça va avoir beaucoup de succès. Donc ils impriment ce texte. Sauf qu'en fait, c'est complètement à contre-courant en termes de mise en page à ce qu'il aurait fallu faire, puisque c'est un texte en vernaculaire, c'est un texte qui est destiné à un public qui n'est pas nécessairement un public de lettrés, et qui est plutôt un public de courtisans, justement, ou en tout cas de gens de l'élite
urbaine éventuellement, mais voilà, des gens qui vont lire ce texte-là pour leur divertissement, pour leur plaisir, qui n'ont pas forcément envie de se retrouver avec un in-folio entre les mains. Et donc, la même année, vous avez cette édition. Alors, excusez-moi, la reproduction n'est pas très bonne, c'est la seule que j'ai réussi à trouver. Et vous avez une édition imprimée par les Giunta à Florence, qui là, par contre, reprend les codes qu'il faut. C'est-à-dire que c'est un imprimé de petit format, un in-octavo. Et ce format-là, en fait, va connaître un très grand succès. Et les héritiers d'Ald et Andrea Torresani, quand ils vont réimprimer Castiglione, vont en fait reprendre ce format-là. Ils vont abandonner l'in-folio parce qu'ils ont compris que en fait, ça ne marchait pas. Voilà, donc vous avez ce type de choses, parfois d'incompréhension, hein, qui peuvent exister. Parfois, certains réussissent à rebondir, comme c'est le cas ici, mais ça peut aussi entraîner des faillites, et des échecs commerciaux parfois extrêmement importants. Alors, dernier point sur ces questions de segmentation, vous avez également évidemment une segmentation par le prix. Qui sont des travaux qui sont extrêmement vivaces et dynamiques en ce moment, notamment avec les 2 projets de recherche, 15th Century Book Trade et Emo Book Trade. Mais là aussi, j'imagine que Yoran nous en parlera un peu plus tout à l'heure. J'aimerais juste voilà, donner quelques éléments à ce sujet. Vous avez des travaux qui ont été effectués à partir de catalogues ou de livres de comptes d'imprimeurs ou de libraires, qui permettent de montrer en fait une véritable segmentation des prix, c'est-à-dire que les prix ne sont pas linéaires, vous n'avez pas une répartition égale en fait des prix des livres entre les livres à 1 denier et puis les feuillets à 1 denier et puis les bibles qui coûtent évidemment beaucoup plus cher. Mais vous avez une historienne, donc Paola Pinelli, qui a étudié un livre de contes florentin et qui montre qu'en fait on a une répartition en 3 groupes de livres. Des livres de qualité très basse qui coûtent entre 2 et 4 lire, où ce sont généralement des petits romans, des sermons en vernaculaire, enfin des ouvrages disons plus courants. Vous avez une deuxième catégorie plutôt à 6 à 8 lire, avec beaucoup d'ouvrages classiques, par exemple l'éthique d'Aristote, Bartholde, enfin voilà, des ouvrages qui touchent déjà un public plutôt lettré, mais plutôt pas des grosses sommes, disons, plutôt des petits formats. Et enfin, une troisième catégorie où là on passe tout de suite à 20 à 30 lire, où on a donc les Bibles, les sommes, l'intégrale d'Aristote par exemple dont on a parlé tout à l'heure, voilà, ce type de publication extrêmement fournie. Pour vous donner un peu une idée, même les livres de petit format de qualité basse, donc 2 à 4 lire, on est déjà sur un volume sur un prix qui correspond au blé nécessaire pour une personne entre 1 et 6 mois. Donc 1 à 6 mois d'approvisionnement en blé pour une personne. Ce qui n'est quand même pas complètement négligeable. Donc on est quand même sur des prix qui restent relativement élevés. Donc tout le monde évidemment ne peut pas se permettre d'acheter même ces ouvrages de basse qualité. Mais disons pour l'élite urbaine, on est quand même dans des volumes de prix qui sont atteignables. Alors cette segmentation des prix, on peut essayer de les approcher quand on a ces sources donc de catalogues qui sont extrêmement précieuses, mais qui sont aussi assez rares pour le début de l'imprimerie. On peut essayer d'imaginer ces échelles de prix quand on observe les ouvrages eux-mêmes. Mais là aussi, il faut faire un tout petit peu attention à la manière dont on interprète les caractéristiques des ouvrages. Et je prendrai juste un exemple pour vous montrer cela. Donc, qui est un exemple très connu, mais qui est l'exemple des in-octavo, et en particulier donc, des in-octavo d'Almanus. Pendant assez longtemps dans l'historiographie, jusqu'aux années 80, on va dire, on a pu dire que les in-octavo d'Almanus, c'était des ouvrages de petit format et à bas prix. Martin Lauri a montré dans ses travaux sur Almanus qu'en fait c'était pas du tout le cas, que les in-octavo d'Almanus étaient en fait très chers et que c'est pas parce que c'était des petits formats que c'était des ouvrages que tout le monde pouvait se procurer, bien au contraire. Il y avait aussi pour Almanus une volonté en fait de distinction. C'était des éditions qui étaient très belles, très soignées, mais le prix montrait aussi que c'était des éditions qui étaient destinées à une certaine élite.
Ce qui est évidemment très différent des petits formats de ce type-là qu'on peut trouver partout en Europe à ce moment-là, donc d'ouvrages de piété, comme vous avez ici cette édition romaine, avec des gravures de qualité moyenne, et voilà, même si on commence à avoir de plus en plus d'illustrations dans ce type de publication à la fin du XVe et au XVIe siècle, on est quand même dans une qualité beaucoup plus basse et une échelle de prix évidemment beaucoup plus faible. Voilà, donc vous avez ces marchés sur lesquels les imprimeurs doivent se positionner. Ce qu'on va essayer de voir dans une dernière partie, c'est comment est-ce que les imprimeurs vont pouvoir atteindre les publics qu'ils visent. Christine, j'ai commencé à pile, c'est ça? Ouais. Alors, je vais passer très vite sur la question de l'exportation, puisque ça, c'est des choses qui sont bien connues. Les livres italiens, notamment dans les grands centres, s'appuient sur des réseaux commerciaux qui sont hérités des marchands généralistes, mais qui sont aussi construits par les imprimeurs eux-mêmes à destination donc, du livre imprimé. Et donc, vous retrouvez des livres italiens, notamment vénitiens, mais pas seulement, partout en Europe. Donc j'avais pris l'exemple de Rathold, où on peut retrouver des exemplaires en Allemagne, en France, en péninsule ibérique, avec un travail très important qui est en train d'être fait avec qui a été fait et qui continue d'être fait avec le programme 15th Century Book Trade, qui vise justement à repérer toutes les marques de propriété pour cartographier cette répartition des exemplaires. J'aimerais surtout essayer de vous montrer comment est-ce que les imprimeurs et les libraires italiens en fait, ne s'appuient pas seulement sur ces réseaux commerciaux de longue distance. Le succès de l'imprimerie italienne, en fait, ça s'explique aussi par une articulation très très forte avec un réseau local, notamment à partir de la mobilité des imprimeurs eux-mêmes. Donc c'est des choses qui ont été étudiées notamment par Philippe Nitto, qui a montré que les imprimeurs, contrairement à ce qu'on a pu longtemps dire, en réalité bougeaient peu en Europe. Mais si vous regardez cette carte qui montre les mouvements des imprimeurs à partir des lieux de publication connus, cartographiés à partir de l'ISTC, vous voyez qu'en Italie du Nord, ils bougent quand même pas mal. En tout cas, ils bougent bien davantage que dans le reste de l'Europe. Et effectivement, vous avez des imprimeurs en fait, qui construisent à travers leur mobilité une compréhension régionale en fait, du marché. C'est le cas de ces deux imprimeurs allemands, Paul Butzbach et Georg d'Augsburg, qui en fait sont actifs dans différentes villes. En particulier, ils sont actifs à Vérone, ils sont actifs à Mantoue, ils ont des partenaires à Brescia. Et en fait, vous avez des historiens qui ont émis l'hypothèse, qui me semble extrêmement fondée, que ces imprimeurs en fait, ne conçoivent pas le marché qu'ils touchent simplement dans leur ville, mais ils le comprennent vraiment dans un ensemble régional beaucoup plus large. Et que ces mobilités, ces réseaux, ces partenariats qu'ils arrivent à tisser entre différentes villes ne témoignent pas du tout d'une instabilité en fait, de ces gens, mais témoignent au contraire d'une volonté d'ancrage régional qui leur permet ensuite de toucher des publics larges à l'échelle régionale, d'avoir un maillage beaucoup plus dense pour leur publication. Et vous avez aussi donc, des imprimeurs qui adaptent leurs publications en fonction de leurs différents voyages à travers l'Italie. Donc Dionisio Bertocchi, c'est un type qui a bougé dans tous les sens, donc Bologne, Modène, Reggio Emilia, Trévise, Venise, Vicence. Alors il a des publications qui sont relativement classiques, on va dire, si on regarde dans un premier coup d'œil. Mais on constate malgré tout qu'à Venise, il va imprimer des sommes théologiques, il va imprimer des sommes juridiques, alors que quand il va être à Reggio Emilia, il va imprimer plutôt des ouvrages scolaires, donc plutôt liés à l'apprentissage du latin dans les écoles, etc. Donc on va avoir aussi des formes de spécialisation qui peuvent exister entre ces différents mouvements. Je vais devoir m'arrêter là parce que il est déjà, le temps est dépassé, je suis vraiment désolée. Je conclus juste voilà, en disant qu'il me semble que l'une des choses vraiment importantes à avoir en tête, c'est que ces ouvrages qui sont imprimés ne peuvent se comprendre qu'en essayant d'anticiper, enfin, en essayant de comprendre les anticipations des imprimeurs, donc quel public il faut essayer de toucher, avec toutes les difficultés qui consistent à comprendre à la fois les segmentations géographiques, les segmentations sociales, économiques du public qui peut être visé.
Et ensuite, il faut essayer d'aller voir dans le concret comment est-ce que les imprimeurs arrivent à toucher ces publics-là. Au-delà des cas que j'ai mentionnés, on peut évidemment parler des réseaux de magasins, des filiales qui se développent au XVIe siècle. Tout ça, là aussi, c'est des choses bien connues, donc que vous pourrez retrouver dans d'autres publications. Mais il me semble que cette question de la mobilité des imprimeurs et des acteurs du livre est aussi un élément central à prendre en compte, parce que justement, ça contribue pour les imprimeurs à connaître tout simplement le marché auquel ils s'adressent. Voilà, merci beaucoup et excusez-moi d'avoir dépassé.